Bienvenue sur Parents plus qu'imparfaits, le podcast. Je suis Emma Lagarigue, maman de 2 enfants et coach de vie personnelle et professionnelle certifiée. Dans ce podcast, seule ou accompagnée, j'aborde tous les sujets autour du mieux-être émotionnel et mental des parents, sans jugement ni culpabilité. C'est parti pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, avec mon invité, on va vous parler des bénéfices de la sophrologie pour les parents. Mais avant de débuter cet épisode, je t'informe que les portes du programme Objectif Bonheur rouvriront après les grandes vacances. Objectif Bonheur est le seul programme d'accompagnement qui repose sur la méthode KTV pour dire stop à ta culpabilité et à ta fatigue émotionnelle et mentale. Tu peux d'ores et déjà t'inscrire sur la liste d'attente en cliquant sur le lien qui se trouve dans les notes de cet épisode pour être informé en priorité de l'ouverture du programme, car attention, il n'y a que 10 places et aussi pour bénéficier d'un tarif exceptionnel. Je te laisse maintenant profiter de l'interview avec Natacha. Tu pourras ensuite retrouver toutes les informations à propos de Natacha sur les notes de cet épisode. J'ai énormément appris durant cet échange et j'espère que ce sera pareil pour toi. Installe-toi confortablement et c'est parti. Bonjour Natacha. Bonjour, je suis vraiment ravie. Merci beaucoup de m'accueillir chez toi. Avec sur ce podcast. plaisir, avec plaisir. Alors bonjour à nos auditeurs. Alors pour la première fois depuis la reprise du podcast, j'ai souhaité organiser une interview d'experts. Et là, donc il s'agit de la pétillante Natacha, qui est sophrologue et énergéticienne spécialisée dans la gestion du burn-out. Et je suis vraiment ravie de l'accueillir. Natacha, est-ce que pour nos parents plus qu'imparfaits, tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Déjà, tout d'abord, bonjour à toutes. Donc, je suis Et à tous. Et à tous. Voilà, moi j'ai des hommes aussi. Très bien. Et à tous. Il ne faut pas les oublier, effectivement, parce que dans la parentalité, c'est important également. Donc, je suis Natacha Brown. Je suis coach et thérapeute spécialisée dans la gestion du burn-out professionnel, mais aussi parental. Donc, j'accompagne justement, notamment pour ma part, les femmes épuisées par le stress chronique et pour leur permettre de retrouver leur pleine énergie et un nouveau souffle dans leur vie. Ok, super. Franchement, je pense que beaucoup de mamans auraient besoin en fait de ces compétences comme celles que tu proposes et c'est vrai que je pense que la priorité aussi c'est pour beaucoup de mamans c'est d'identifier qu'il y a un souci, qu'elles sont pas au top et je pense que ça règle une partie du problème de se dire ouais j'ai besoin de prendre soin de moi. J'ai besoin d'être accompagnée. Et c'est vrai que des choses comme toi, tu peux proposer. On en reparlera tout à l'heure, mais je pense que ça peut énormément aider. Tu vas nous en parler tout à l'heure. Donc, tu es également sophrologue. Et c'est vrai que c'est une discipline qui m'intéresse énormément. Comme je te disais, quand on préparait l'interview, j'ai déjà eu l'occasion de faire des ateliers, des cours de sophrologie. J'ai déjà vu aussi une sophrologue en individuel pour mon fils, mais je sais qu'il y a énormément de potentiel autour de la sophrologie. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur la sophrologie? Qu'est-ce que c'est exactement? Quel type de sophrologie existe? Dis-nous tout. Très bien, parfait. Donc, je suis vraiment ravie de pouvoir vous présenter la sophrologie parce que c'est vrai que c'est une pratique qui est méconnue. On entend parler de la sophrologie énormément, mais les gens ne savent pas trop ce que c'est. Entre la méditation, la relaxation, est-ce que c'est de l'hypnose? On ne sait pas trop. Donc, je suis contente effectivement de pouvoir en tout cas essayer de clarifier sur ce sujet de la sophro. Donc, c'est une discipline psychocorporelle, en fait, qui vise à favoriser l'harmonie entre le corps et l'esprit. Après, ça, c'est le premier degré. Après, on va aller chercher l'âme et les valeurs. Mais vraiment, la première chose sur laquelle on intervient, c'est sur l'équilibre corps-esprit. Donc, on utilise effectivement des techniques de relaxation, mais aussi de respiration dynamique, de concentration, de mouvement aussi, parce qu'il y a parfois de fausses croyances sur la sophrologie où il faut absolument de l'encens, une musique douce et être allongé sur avec son petit coussin. Non, la sophrologie, c'est ça aussi.
faire travailler le corps en pleine conscience. Sophrologie de façon étymologique, c'est justement l'entraînement de la conscience. Donc, il faut garder cet état de conscience, donc un état sophronique, qui est un état au-dessus de celui de l'hypnose. Donc, à ne pas confondre. Ah oui. Il est Ok. au-dessus. Donc vraiment, c'est important parce que c'est vraiment un état dans lequel on va pouvoir agir, parce que c'est le but aussi d'action positive dans la sophrologie. Donc c'est important. Donc ça a Ça, été... c'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai régulièrement des mamans autour de moi qui ont des a priori sur certaines pratiques parce qu'elles se disent oui, mais c'est trop passif pour moi, c'est trop passif et qui dit non, moi à part le sport, j'ai pas d'autres pratiques qui pourraient m'aider parce que sinon c'est trop plan-plan. Donc c'est vrai que c'est intéressant que tu notes ce point. Et c'est vrai qu'on a souvent voilà, cette image de la sophrologie, le côté un peu plan-plan, comme tu pourrais dire. Mais la sophrologie, justement, pousse à l'action et à aller se connecter à nous-mêmes en pleine conscience. Donc, il faut se mettre en mouvement et ça permet de se mettre en marche. Même à travers certaines séances de sophrologie, on a des marches méditatives. C'est pas fort. Alors, après, j'en parlerai un petit peu plus loin. On ne l'utilise pas, les thérapeutes et les vents, les différents vents, mouvements courants de la sophrologie ne sont pas identiques. Mais moi, personnellement, j'ai fait mes études, en tout cas mon master, dans l'école originelle de la sophrologie de la fille de Caicedo. Donc, c'est le créateur, en fait, de la sophrologie. Il a créé cette méthode dans les années 60. En fait, Alfonso Caicedo, c'est un neuropsychiatre colombien à l'époque. Et donc, il cherchait à aller se connecter à ces patients qui n'avaient pas toutes leurs capacités cognitives, forcément, parce que c'était en psychiatrie. Et donc, d'aller chercher, en fait, un autre moyen existentiel à travers l'équilibre corps-esprit, mais en passant par le mouvement et la mise en action du corps. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment une discipline psychocorporelle. Et donc, je pensais pas que c'était aussi jeune. Je pensais pas que c'était une. Oui, ouais. Ah ouais, je suis très étonnée. C'est ça. C'est pour ça que, en fin de compte, on la connaît, mais ça reste une pratique encore toute jeunette. Et donc, c'est une approche thérapeutique principalement, mais aussi de développement personnel, parce qu'on va aller pouvoir aider à gérer le stress, l'anxiété, bien évidemment, parce que c'est vraiment la pratique dans son excellence de gestion du stress et des émotions. Mais on va pouvoir aller chercher aussi le travail sur les phobies, sur la confiance en soi, l'estime de soi, vraiment un bien-être globalisé. Super intéressant. Et donc, comme je te disais tout à l'heure, j'ai eu l'occasion d'avoir des cours collectifs. J'ai eu l'occasion aussi de voir une sophrologue en individuel. Quels sont les différents formats, les différents types d'approches au niveau de la sophrologie? Alors, la sophrologie peut se pratiquer seule, une fois que l'on a intégré les pratiques transmises par le ou la sophrologue, donc en individuel avec la sophrologue et aussi en groupe. Vous pouvez le partager aussi de façon plus personnelle avec vos enfants, dans la famille. Ça, c'est l'avantage de la sophrologie. Comme je dis, elle est adaptative. Moi, j'aime accompagner justement en groupe parce que comme je te le disais précédemment, pour vraiment utiliser cette émulsion de groupe parce que ça stimule. Voilà. Seul, on va vite, mais ensemble, on va bien plus loin. Et donc, cette émulsion et le fait de pouvoir partager aussi certaines problématiques aide à ça et à l'intégration. Mais c'est vrai que la sophrologie peut se pratiquer de manière individuelle, donc seul, one-to-one, comme on dit, avec le sophrologue ou aussi en groupe. Et l'avantage de la sophrologie, c'est qu'on vous amène à l'autonomie. Voilà. Le but, c'est que vous puissiez, quand on vous transmet des pratiques de sophrologie, que vous puissiez les intégrer et les refaire chez vous. Parce que le but, c'est de pouvoir, dans le temps, apprendre à puiser vos propres ressources et pouvoir gérer votre stress sans avoir besoin d'un sophrologue ou autre. D'accord. Donc, l'objectif, c'est quand même de un petit peu s'entraîner au quotidien pour ensuite pouvoir complètement intégrer la pratique de la sophrologie dans sa vie de tous les jours. C'est ça?
Tout à fait. Donc, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des sophrologues qui proposent justement des ateliers réguliers, une fois par semaine. Moi, je compare souvent la sophrologie au sport. Et puis, comme je le répète, la sophrologie veut dire justement entraînement de la conscience. Entraînement, ça veut dire ça. Il faut entraîner la conscience. Et plus on va créer justement cet état de conscience, plus l'intégration de notre transformation sera ancrée. Est-ce qu'on va aller chercher notre inconscient et créer cet équilibre entre l'inconscient et le conscient? Mais ça, il faut de l'entraînement pour démanteler toutes nos fausses croyances et tout ce qu'on a laissé en fait s'installer. Il faut faire un reset. Et pour faire ce reset, effectivement, il faut un entraînement. C'est pas en une séance de sophrologie que votre vie va être transformée, c'est faux. Il faut vraiment une continuité. Souvent, je dis que la sophrologie se transforme un peu en philosophie de vie. Moi, en tout cas, ça m'a transformée au quotidien. Et même quand je pratique pas dans la pratique même, ça m'accompagne dans ma vision du monde, le regard que je peux avoir sur moi, sur mes émotions, sur les autres, même la nature, le monde. Et c'est vraiment ça l'intégration, c'est par l'entraînement. Et je me mets à la place de nos auditeurs qui connaissent pas bien la sophrologie. C'est quoi la différence entre une séance individuelle et une séance collective concrètement? Est-ce que quand on est en séance individuelle, on fait la même chose, le même type d'exercice? Est-ce que on échange comme on pourrait faire avec un coach ou un psychologue? Est-ce que c'est personnalisé en fonction de la problématique? Comment ça se passe? C'est une excellente question. C'est une excellente question parce que effectivement, la sophrologie en one-to-one, en individuel, est vraiment personnalisée. On ne peut pas établir des protocoles préétablis parce que chaque personne, effectivement, a ses problématiques, mais aussi son passé et sa manière d'intégrer. Parce qu'une personne va intégrer de manière plus importante, plus rapide peut-être parfois. Et donc, il faut vraiment s'adapter. Et donc, l'adaptation, c'est une des qualités qu'un sophrologue doit avoir, effectivement. Et donc, on va personnaliser. Et donc, c'est les vivances, donc ce qui est éveillé dans le sophronisé, qui va nous permettre de créer les protocoles de sophrologie. Donc, à chaque séance, la précédente séance nous prépare au protocole de la prochaine. Donc, c'est vraiment une co-construction, c'est souvent ce que je dis dans mes accompagnements. On co-construit ensemble. En groupe, comme en coaching. Ben, voilà, c'est pour ça que j'ai associé au coaching et que je développe d'ailleurs mes compétences en coaching parce que ça a vraiment ce rapport. Effectivement, c'est une co-construction. Et dans l'action positive, voilà, comme je dis souvent, on ne tient pas la main, on accompagne. Voilà, la personne qui doit agir pour elle et son bien-être, c'est soit la coachée ou soit le coaché ou le sophronisé. C'est vraiment dans cet état d'esprit de co-construction. Et en groupe, néanmoins, on va aller travailler sur des thématiques précises parce que il est moins évident d'aller de façon personnalisée. Donc, on va aller travailler sur des thématiques, par exemple, sur la confiance en soi, sur l'équilibre corps-esprit, sur la gestion du stress. Donc, ça sera un petit peu plus globalisé. Donc, souvent, les retours que j'ai sur des ateliers à l'année, c'est qu'effectivement, c'est l'intégration personnelle est un peu plus longue et qu'il faut justement un complément personnalisé en one-to-one. D'accord. Et à partir de quel âge on peut soit être en séance individuelle ou séance collective, peu importe, mais à partir de quel âge on peut pratiquer la sophrologie? Et jusqu'à quel âge? Oui, alors bon, jusqu'à n'importe quel âge, ça c'est l'avantage. J'ai le bonheur de pouvoir avoir un métier que je vais pouvoir pratiquer jusqu'à ma mort, c'est trop bien. C'est super, ouais. Et au niveau de l'âge, à partir du moment où on a les capacités cognitives et de mouvement, donc à l'âge de 3 ans, on peut déjà, alors ça ne va pas se pratiquer de la même manière, on va créer des séances bien plus ludiques qu'à travers des mouvements pour aller chercher la gestion émotionnelle, pour pouvoir exprimer ses émotions d'un enfant peut-être qui n'arrivera pas à exprimer ses émotions ou va extérioriser justement ses émotions de façon instable. Donc, on va aller chercher ce mouvement et ce côté ludique. Alors, c'est extraordinaire de travailler avec les enfants parce qu'ils ont une imagination superbe. Et donc, dans la sophrologie, il y a beaucoup de visualisation. Il faut se concentrer, et de la concentration, de la visualisation, de la futurisation. Et quand on demande à un gamin de visualiser, de s'imaginer... Il y est, quoi. Alors, il y est à
fond et c'est ça qui est merveilleux. Et donc, c'est ce que j'amène aussi pour les adultes, de récupérer un petit peu cette âme d'enfant pour pouvoir s'extraire en fait d'un quotidien un peu figé et d'aller récupérer cette âme d'enfant. Et les enfants, avec la sophrologie, ça match de suite parce qu'on fait appel à leur créativité, à leur imagination et en plus, on bouge le corps et on voit bien qu'ils manifestent toutes leurs émotions par le corps. On le voit, les enfants, même bébés, par le corps. Et donc, du coup, là, vraiment, pour les enfants, c'est une pratique très adaptée. D'accord. Et alors, sur Parents plus qu'imparfaits, j'ai quand même beaucoup de parents qui sont très intéressés au développement du bien-être de leurs enfants, qui se renseignent beaucoup, qui font énormément de choses pour leurs enfants. Et donc, beaucoup d'entre eux se renseignent sur les différentes pratiques pour leurs enfants. Mais ce que je leur dis aussi à mes auditeurs, c'est le fait que eux aussi, c'est important qu'ils prennent soin d'eux, évidemment, et que donc, bien évidemment, la sophrologie, comme tu disais, est adaptée et très utile aux enfants selon les différentes problématiques, mais aussi aux parents qui sont stressés, fatigués, surmenés. Alors, explique-nous en quoi la sophrologie, c'est une approche qui peut aider ces parents qui sont fatigués, qui sont surmenés. Très bien. Merci beaucoup de le rappeler parce que c'est vrai qu'en tant que maman, on aime s'occuper un petit peu de son monde, mais de soi un petit peu moins. Et effectivement, la sophrologie va pouvoir aider justement ces papas et ces mamans en manque de temps pour soi, justement, et en difficulté parfois de lâcher prise par rapport aux situations, par rapport aux obligations professionnelles ou familiales, à travers la relaxation, de pouvoir aller chercher ce relâchement physique et mental que l'on cherche souvent. On parle de charge mentale, ça parlera à beaucoup de personnes, je pense. Tout à fait. Et donc, justement, et souvent, le mot d'ordre, c'est je manque de temps, justement, donc on n'arrive pas à aller chercher ces ressources et à aller recharger un petit peu les batteries mentalement et physiquement. Donc la sophrologie, ça va permettre de pouvoir déjà se poser. Parce que ne serait-ce que 5 minutes de sophrologie équivaut à 3 heures de sieste. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, en fait, dans l'état de conscience. Incroyable. 5 minutes, quoi. 5 minutes. Quand on est vraiment en Incroyable. pleine conscience et qu'on a vraiment cet entraînement, parce que le corps a une mémoire. Donc après que vous êtes, s'être entraîné régulièrement, à peine le fait de rappeler au corps la posture d'une séance de sophrologie, tac, le corps va se souvenir que dans cette posture, il a ressenti la relaxation, etc. Donc ça va vite. Donc rien que 5 minutes, ça équivaut à 3 heures de sieste. Attends, ça me fait rêver ce que tu dis et je suis sûre qu'il y a beaucoup de parents qui nous écoutent, notamment ceux qui ont des bébés, qui disent mais c'est incroyable. Ok, génial. Oui, les séances de récupération, effectivement, oui, c'est très puissant. Le deuxième point que j'aimerais vous partager aussi, c'est l'anxiété. En tant que parent, dans la parentalité, on a beaucoup d'anxiété au niveau des responsabilités familiales, et au niveau du travail, etc. Donc la respiration et la visualisation, en fait, positive, va pouvoir nous permettre de baisser cette anxiété et de ramener ce calme intérieur. Parce que c'est quoi l'anxiété, justement? On est dans ce flot et d'anticipation un petit peu négative. Donc avec le travail de la respiration, on va aller chercher l'oxygène dans le cerveau et donc on va baisser justement cet état d'anxiété. La parentalité, mais aussi à l'épreuve, la confiance en soi, on le sait, forcément. C'est vraiment la parentalité, un exercice qui bouscule complètement notre ego. Donc, les exercices de sophrologie qui vont être basés sur la confiance en soi et sur aller se connecter à ses capacités et à ses réussites va nous permettre dans notre rôle de parent, quand notre confiance en nous est bousculée, d'aller chercher justement cette force en nous. Et là, tu parlais des parents avec les bébés. On va aller chercher aussi de pouvoir rééquilibrer ce manque de sommeil qui est très important et qui tape complètement sur le système. Moi, je sais que j'ai un enfant qui a pas fait ses nuits jusqu'à l'âge de 5 ans. Je peux te dire que j'étais complètement un zombie. C'était une horreur. Et donc, du coup, niveau gestion émotionnelle, c'est compliqué quand on est fatigué parce que le corps ne suit
plus, le mental ne suit plus. Donc, le sommeil, je le répète, hein, c'est un besoin biologique. Hein. C'est pas un accessoire. Donc, c'est pas quelque chose qu'il faut négliger. Et effectivement, il y a des séances de sophrologie extraordinaires. Bon, ça, c'est des séances qu'on peut pratiquer allongées, du coup. Voilà, c'est la seule d'ailleurs, en tout cas de la manière dont je le transmets, c'est la seule qui peut se pratiquer avant de se coucher. Donc ça permet vraiment en fait de retrouver ce calme et ses habitudes saines avant le sommeil. Et je pense que c'est super intéressant parce que on parlait effectivement des parents qui ont des bébés, mais je pense aussi à de nombreux parents et en particulier les mamans où en fait avec les années notre sommeil il est pas hyper récupérateur déjà parce qu'on a pris l'habitude au moindre bruit être un petit peu réveillé. Et puis aussi parce que il y a l'inquiétude du quotidien, les choses qu'on a faites, qu'on n'a pas faites. Il y a aussi les inquiétudes s'il y a des petits soucis à l'école, s'il y a des contrariétés, de la culpabilité, des ruminations, etc. Et tout ça, ça agit durant notre sommeil. Et notre sommeil n'est pas forcément récupérateur et on oublie un petit peu ce que c'est que de bien dormir. Et je trouve que cette piste de la sophrologie, en tout cas personnellement, si je devais en choisir qu'une sur ce sujet-là, je pense que ça serait celle-ci parce que je pense que ça peut permettre de réapprendre aussi à s'approprier la récupération en fait et c'est top. Effectivement, et tu fais bien de parler de rumination, de récupération. Enfin, un petit peu plus loin, voilà, on échangera peut-être sur vraiment les effets physiologiques et cérébrales de la sophrologie, mais effectivement, ça a un impact important et significatif et qui peut permettre de réguler justement notre gestion émotionnelle. Comme je disais, effectivement, le sommeil, mais c'est aussi la gestion émotionnelle. Voilà, en tant que parent, c'est pas toujours évident. Voilà, on rentre un peu stressé du boulot, gérer les cris, les enfants. Enfin voilà, les obligations. La gestion émotionnelle, c'est important. Et donc la sophrologie fait partie des pratiques qui pourra accompagner à retrouver ce calme. Mais il y a aussi, sur le point, en tout cas moi, ça m'a beaucoup servi sur mon côté un peu inquiétude du futur, parce que voilà, on s'inquiète du futur, que ce soit du nôtre, mais tout de nos enfants, qu'est-ce que ça va faire, comment ça va se passer, et puis quand ils sont ados encore et encore, et adultes et encore et encore et encore. On s'inquiète tout le temps en tant que parents, on s'inquiète du passé et on s'inquiète du futur. Et donc, c'est vrai que la sophrologie va pouvoir favoriser cet instant présent. Et ça, c'est très important parce que la sophrologie, comme la méditation, est une pratique qui développe vraiment cet instant présent parce qu'on revient sur cet instant présent. Et pour les parents épuisés, c'est vraiment un outil extraordinaire parce que ça va leur permettre de profiter davantage de leur moment, que ça soit avec eux-mêmes ou avec leurs enfants. Parce qu'on sait que quand on est bourré de stress, on n'arrive pas à profiter. C'est ça. Et même au-delà des inquiétudes, c'est vrai qu'en tant que parent, on est beaucoup dans l'anticipation. C'est ça. Donc c'est vrai que pouvoir retrouver le côté positif de profiter de l'instant présent, je pense que c'est pas évident à retrouver tout seul. On peut, mais je pense que c'est vrai que si on peut être accompagné par une pratique comme la sophrologie, après il en existe d'autres, mais c'est vrai que de pouvoir se connecter à l'instant présent, c'est un cadeau, quoi. Effectivement, c'est un cadeau qu'on peut s'offrir, que ce soit pour nous ou pour notre famille ou notre entourage, parce que ça va nous permettre d'avoir en fait une attitude plus positive. Donc, qu'est-ce qu'on va émaner autour de nous, que ce soit l'information qu'on va donner à notre corps, une information plus positive, et autour de nous. Donc, en fait, ça va nous permettre de mieux gérer, en tout cas au mieux, les situations stressantes que l'on peut rencontrer dans la journée, parce qu'on ne peut pas, en fait, éviter les situations stressantes. Et c'est ce que souvent, on n'arrive pas à comprendre. En fait, on réfute tout ce qui pourrait nous stresser, mais alors qu'il faudrait davantage, en tout cas, se concentrer sur notre manière d'accueillir les choses parce que les éléments stressants, on ne peut pas les supprimer. C'est ça, ni les émotions désagréables. D'ailleurs, il y en a régulièrement.
on peut pas, ça fait partie de la vie en fait. On a autant d'émotions agréables que d'émotions désagréables, mais effectivement, il y a certaines pratiques qui peuvent nous permettre d'apprendre justement à mieux appréhender ces émotions dites négatives, à mieux les gérer entre guillemets, et en tout cas à mieux les accueillir et à savoir quoi en faire. Parce que c'est vrai que les émotions, c'est une boussole. Et quelque part, si on ressent une émotion désagréable, c'est que ça veut dire quelque chose derrière. C'est qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Et donc, de pouvoir être en capacité de faire ce travail, c'est très puissant. Oui. Et ça, c'est la première phase dont tu parlais au tout début, c'est de l'acceptation. Ça, c'est le point de départ de toute chose. Effectivement, à partir du moment où on accepte nos émotions, où on les accueille telle une boussole, effectivement, j'aime bien la métaphore. Donc, là, ça nous permet de les gérer. Mais si on les combat, on les réfute, ça les rend bien plus présentes. Mais c'est plutôt la fight. C'est ça, ouais. Et ça peut avoir des conséquences physiologiques d'ailleurs, C'est ça. physiques importantes. Un parent qui aimerait prendre des cours ou avoir une séance avec un ou une sophrologue, comment il fait pour savoir que c'est pas un charlatan? Est-ce qu'il existe un réseau ou quelque chose sur Internet pour pouvoir avoir une liste de sophrologues certifiés? Est-ce que tu sais si... Oui, effectivement. Donc, il y a le site des RNCP et puis il y a tous les syndicats aussi des sophrologues qui pourra permettre de qualifier en fait le sophrologue. Alors après, j'y ai mis un bémol sur la certification. Je me permets de prendre position parce que ce n'est pas forcément une valeur de compétence. Parce qu'il y a certaines écoles, même à l'époque, c'est une question administrative, qui n'avaient pas les accords de certification, mais pour autant qui dispensent d'une formation solide et très formatrice. Néanmoins, effectivement, ça rassure certaines personnes. Alors moi, à mon sens, le mot charlatan, c'est vrai que ça me gêne, mais effectivement, il y a des personnes qui se déterminent thérapeutes ou autres. Je le dis parce que je sais qu'il y a des inquiétudes. En fait, il y a tellement de pratiques aujourd'hui qu'on a peur de se tourner vers un professionnel qui nous a pas été recommandé par quelqu'un. Tout à fait. Tellement de pratiques. Effectivement. Et c'est vrai qu'on est noyé en fait dans ces informations. Et moi, souvent, ce que je conseille, c'est d'arrêter justement de surconsommer de l'info, que ça soit pour ce sujet ou dans tous les sujets, mais apprendre en fait à écouter son cœur. La meilleure boussole, on parlait de boussole tout à l'heure, je reprends la métaphore que tu as utilisée, c'est son cœur, c'est son intuition. On a tous une intuition. On sait quand ça pue, on sait quand ça sent bon. Donc effectivement, je suis désolée du terme, mais vraiment, quand il s'agit de choisir la personne qui nous accompagne, si le cœur nous parle, on le sait. Si le cœur ne nous parle pas, on le sait aussi, et donc on passe à quelqu'un d'autre. Pour moi, au-delà du reste, ça doit être le meilleur indicateur. Mais que ça soit sur ce sujet ou pour tous les choix de notre vie. On a trop tendance à mentaliser. Et ça, c'est encore mentaliser. Et donc, mentaliser, ça fait quoi? On écoute nos peurs parce que dans le mental, il se trouve tous ces blocages, tous nos peurs, tous nos doutes. Et puis aussi, c'est pas forcément cette envie d'aller voir où ça fait mal, tu vois. Et donc, le fait de se recentrer et de faire redescendre au cœur, ça permet de prendre la bonne décision et d'être accompagné par la personne qui nous correspond et par la bonne, en tout cas pour nous. Et là, tu étais en train de parler alors du cœur, du mental, du cerveau, justement. Si on reprend les bénéfices pour les parents un petit peu de la sophrologie, est-ce que c'est quoi l'impact en fait, de quelle manière ça agit sur le cerveau, sur le corps, comment ça fonctionne? C'est génial. J'aime beaucoup cette question parce que je me suis penchée justement sur le caractère neuroscientifique, en tout cas de la sophrologie, parce que plus on arrive à connaître son corps, plus on comprend le fonctionnement du stress et comment il se manifeste, plus on peut interagir. Donc c'est ça qui est fabuleux.
Donc, la première chose, en fait, c'est que la sophrologie, les séances de sophrologie, en fait, va favoriser le changement neurologique, en fait. Parce que ça va pouvoir réduire l'activité de nos systèmes nerveux sympathiques. Alors, le système nerveux, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais le système nerveux sympathique, en fait, il est responsable de la réponse au stress. Voilà. Donc, ça donne l'information au corps, au cerveau. Et donc, soit on va fuir ou soit on va combattre. Voilà. Et donc, cet état de stress crée des tensions dans le corps, bien évidemment, même si tout le stress n'est pas négatif, mais ça va permettre d'aller chercher la sophrologie, justement, cet état sophronique, la diminution du cortisol, du coup, l'hormone du stress, et donc ramener le calme. Et puis, on va aller stimuler à l'inverse, justement, le système parasympathique, qui, lui, en fait, favorise la détente. Et tu parlais de récupération, donc notamment la récupération. Donc, c'est vraiment un équilibre entre les deux. On baisse d'un côté et puis on va aller favoriser de l'autre. Ça modifie aussi, c'est cette notion que j'aime beaucoup parce que ça modifie les ondes cérébrales. Moi qui suis en parallèle énergéticienne, voilà, tout ce qui est vibration énergétique, en tout cas, c'est très important pour moi. Et on est énergie, on est vibration. Donc, en fait, on va aller dans cet état méditatif sophronique, aller modifier en fait les ondes cérébrales du cerveau. Donc, parce que en fait, on associe la sophrologie est associée à cette méditation et c'est bien connu en fait dans les mesures scientifiques qu'on va aller bousculer les ondes alpha et en fait ces ondes alpha elles sont liées au calme et à la relaxation. C'est vraiment en fait cet état, c'est pour ça que tout à l'heure au tout début je disais que c'est vraiment important dans quel état on est, à quel niveau en fait on est. Et donc dans cet état de conscience et même celui de la méditation, on va aller stimuler tout ça. Et puis, ça permet aussi de renforcer le cortex préfrontal. Alors, de façon très succincte, en fait, les études montrent qu'à travers la méditation et la sophrologie, en fait, on va renforcer cette région. Et donc, cette région, elle est là où se logent les décisions. Donc, je disais tout à l'heure, l'action positive. C'est pour ça que la sophrologie mène à l'action et pousse au mouvement. Parce que c'est vraiment cette région qu'on va aller stimuler pour avoir une vision bien plus claire dans nos décisions et pour trouver un sens, en fait, qui nous correspond à notre vie. Donc, c'est vraiment cette partie, en fait, du cerveau qui va stimuler les décisions. Et puis, il y a la petite glande que j'aime beaucoup, la petite glande amygdale. Là. Moi, j'aime beaucoup la visualisation. Je ne suis pas sophrologue pour rien. Et donc, quand je vais aller travailler mes visualisations et travailler ne serait-ce qu'une méditation, je vais visualiser toutes ces parties de mon corps que je vais aller stimuler parce que je vais donner l'information à mon corps. Alors, je suis très visuelle. Donc, moi, voilà, je me suis pris le schéma du cerveau. Qu'est-ce que je fais quand je respire? Qu'est-ce qui bouge? Enfin, voilà. Donc, si ça peut être un petit tips à partager, même ne serait-ce que quand vous faites de la méditation, d'aller vraiment visualiser votre respiration, où est-ce qu'elle va, parce que ça aide vraiment. Et donc, cette amygdale, en fait, elle va aller stimuler justement tout ce qui est le calme, la joie. Et donc, elle se trouve dans le cerveau. Et donc, à travers la respiration, voilà, on va réoxygéner ce cerveau, amener de la clarté. Et donc, ça va permettre de l'apaiser. Il y a des effets, en fait, neurologiques extrêmement importants et prouvés parce qu'elle est très liée à la méditation. D'accord, c'est incroyable de voir que tout est connecté finalement. Oui, effectivement, tout est connecté. Et c'est ce que j'aime dans l'approche de la sophrologie parce qu'on crée ce socle, cet équilibre en fait, entre le corps et l'esprit. Donc ça, souvent, on reste sur ce premier degré. Mais en sophrologie, quand on monte en degré supérieur, on va y associer l'âme. Et on va y associer les valeurs. Et en fait, c'est ça notre socle, hein, parce que nos valeurs, c'est quoi hein, c'est notre guide, notre âme, c'est quoi? C'est notre justesse, et puis le corps et l'esprit. Donc voilà, le corps loge l'esprit. Donc c'est vraiment un tout, on est un tout. Et donc, c'est vraiment une pratique existentielle, parce que ça va aller toucher dans toutes les sphères de notre être. Là, tu me motives pour me réinscrire à la rentrée. Qu'est-ce que tu dirais en toute bienveillance à une maman qui te dirait que voilà, elle t'entend, elle t'écoute, elle te dit que ça a l'air vraiment
super, mais j'ai pas le temps. Parce que tu le disais tout à l'heure, la sophrologie, ça requiert c'est de l'entraînement, un petit peu comme un sport. Et donc, quand on associe l'entraînement, le sport, etc., on s'imagine évidemment une fréquence importante, du temps important qu'on n'a pas quand on est jeune parent. Qu'est-ce que tu dirais à cette maman? Très bien. Que le fait de ne pas avoir de temps est une fausse croyance, en toute bienveillance. Mais plus sérieusement, la sophrologie, justement, elle peut s'adapter aux emplois du temps. Parce que, comme je disais, ne serait-ce que 5 minutes, parce qu'on a quand même toutes, même je suis maman de 2 enfants, j'ai été maman solo, étudiante, etc. Je sais que les emplois du temps sont, voilà, à quel point ils peuvent être chargés. On a bien 5 minutes dans notre vie. Ne serait-ce que pour scroller sur Instagram, on a 5 minutes. Donc, on a bien 5 minutes, effectivement. Donc, 5 minutes, tu dis, ça pourrait déjà apporter des bénéfices, c'est ça que tu veux dire? Déjà apporter des bénéfices. Par exemple, quand on a un coup de stress, que ce soit au travail ou avec nos enfants, hop, aller dans la salle de bain ou aller s'isoler et faire un pompage, par exemple, en respiration. Un exemple, voilà. Ça, je dis tout ça à mon fils. Allez, vas-y, voilà. Et rien que ça, et on a un effet, hop, on revient sur l'instant présent, on a un effet instantané. Après qu'on va aller chercher effectivement une pratique un petit peu plus longue, voilà, on s'accorde un petit peu de temps. Et ça, c'est des choses qui peuvent être faites en famille. Donc effectivement, le fait de ne pas avoir de temps, c'est, voilà, je pense à mon sens une fausse croyance. Il faut se le trouver et ramener en fait l'essentiel. C'est quoi l'essentiel? C'est votre équilibre pour votre famille et pour vous-même. Donc comme vous arrivez à consacrer du temps à toutes vos obligations, devenez votre obligation. Super, bravo. Je suis pleinement d'accord. Je pense que effectivement, on peut choisir d'octroyer son temps. Alors, il y a des choses qui sont indispensables, mais quelque part, on le choisit. Et donc, si on peut se permettre de faire le choix de se prendre 5 minutes par jour pour, par exemple, pratiquer la sophrologie, c'est quelque chose qui peut s'intégrer dans notre routine quotidienne. Effectivement, et tu fais bien de le dire, vraiment ces 5 minutes au quotidien, c'est l'effet cumulé. C'est le fameux effet cumulé. Il vaut mieux, en fait, faire, même pour le sport, on parlait du sport, il vaut mieux faire 5 minutes de sport tous les jours pendant des années que 2 heures de sport à t'épuiser une fois dans l'an. Et là, c'est exactement pareil. Il vaut mieux faire 5 minutes, je ne sais pas, de méditation, de sophrologie, peu importe la pratique, un peu tous les jours. Et cet effet cumulé, en fait, va faire boule de neige positive. Donc, vous l'aurez compris, les parents plus qu'imparfaits, la sophrologie, ça a énormément de... Il y a beaucoup de rapprochements, je trouve, entre la sophrologie et le sport. Sauf que c'est moins fatigant. Oui, on est d'accord. On est d'accord. Je dis pour ceux qui sont pas très sportifs. Voilà, c'est ça qui est top. Alors maintenant, Natacha, j'aimerais bien que tu nous parles de She's Powerful, ton programme de gestion du burn-out. Oui. Alors effectivement, She's Powerful, j'ai créé cet accompagnement parce que oui, on a tout ce pouvoir en nous de pouvoir trouver cet équilibre. Alors, je vais juste de façon rapide expliquer les 3 fondements en fait de mon accompagnement. Parce que rappelons-le, je suis spécialisée dans la gestion du burn-out et du stress chronique. Et donc, pour démanteler un petit peu tout ça, pour faire le reset, je fonctionne à travers les 3 phases en fait de reconstruction. Donc la première, c'est la phase d'attaque, de remonter le niveau d'énergie. Parce que je vois bien trop de personnes qui, billes en tête, partent sur des objectifs en haut de la montagne alors qu'ils sont complètement à plat, n'arrivent même pas à sortir du lit, on est complètement démotivé, on a envie de rien faire. Et que, voilà, tu vas chez le psy ou tu vas chez le médecin, tu te dis « Allez, va courir, allez, motive-toi, allez, il faut sortir, va voir tes amis. » Alors que tu n'as qu'une envie, c'est de te cacher sous la couette parce que ça ne va pas. Donc, la première chose pour pouvoir se mobiliser pour soi, c'est de récupérer son énergie. Donc, les 4 premières semaines, on se concentre sur son énergie et toutes les méthodes de récupération dont on parlait tout à l'heure.
Une fois qu'on a récupéré, on peut aller travailler. On peut aller se motiver. Donc ensuite, on va passer à la deuxième phase. Là, on va pouvoir avoir un esprit bien plus clair pour comprendre en fait les facteurs de stress, pour aller chercher dans notre passé, qu'est-ce qui s'est passé, comment se sont créées en fait toutes nos fausses croyances, qu'est-ce qu'on va pouvoir aller démanteler, quel pardon on va pouvoir aller se donner, s'offrir, quel amour, voilà, tout pour vraiment comprendre tout notre mécanisme et qu'est-ce qui nous a amené en fait à ce stress chronique. Et la phase de transformation, c'est vraiment, et c'est ce qui garantit en fait dans mes accompagnements, la non-rechute, parce que je fais très attention aux habitudes intégrées dans la vie quotidienne. L'entraînement, c'est important. Et au quotidien, comme je dis souvent, il est moins facile parfois d'être heureux tout le temps. Ça n'existe pas, mais en tout cas de maintenir son équilibre au quotidien, parce que ça demande des efforts. Et donc, ces efforts, ils sont moins subis quand on apprend à se prioriser, quand on apprend à s'aimer et quand on prend cette habitude envers nous-mêmes. Donc, à reprendre une qualité de vie dans le sens de ce que l'on veut faire et dans le sens de notre vie. Donc ça, c'est important. Et dans le cadre du burn-out, pour réussir un bon retour au travail ou une bonne reconversion et pour être en autonomie. Parce que moi, mon but, chaque femme que j'accompagne, à la fin de mon accompagnement, j'aimerais qu'elle me dise toutes: Natacha, merci beaucoup de m'avoir accompagnée sur mon chemin. Aujourd'hui, je suis en autonomie, j'ai plus besoin de toi. Et ça, c'est mon plus beau cadeau. Moi, c'est ce que je dis toujours dans mes entretiens découvertes en coaching. C'est toujours que je ne suis pas une béquille. Je suis pas une béquille et je suis pas là pour soutenir la personne. Alors, j'imagine que quand tu accompagnes les personnes dans ton programme qui sont en burn-out, c'est un complément au suivi médical, j'imagine. Bien sûr, en plein burn-out ou ça ne remplace pas un suivi médical. Non. Effectivement, en plein burn-out ou en dépression. Alors après, pour la rémission, après le burn-out, effectivement, la sophrologie et mon accompagnement peut suffire. Mais pendant le burn-out ou en dépression, effectivement, c'est un complément. On va aller chercher, parce qu'il y a certaines situations qui nécessitent des traitements médicamenteux. Donc, c'est un excellent complément qui va aller travailler cette confiance et qui va aller complémenter l'accompagnement psychologique. Et alors, où est-ce qu'on peut te trouver? Comment on peut faire si j'ai des mamans, du coup, parce que c'est des mamans dans ce programme, qui souhaitent prendre des informations sur ton programme ou tout simplement te suivre? Alors, vous pouvez me retrouver avec plaisir sur Instagram. Donc, mon compte, c'est She's Powerful. Du coup, vous ne pouvez pas me louper, je suis pleine de roses. C'est vrai. Vous ne pouvez pas me louper. Et aussi sur Facebook, et notamment dans le groupe privé le stress chronique, comment le gérer, et dans lequel vous allez pouvoir retrouver chaque semaine des séances de coaching sur des thèmes que vous me soumettez et qui sont toujours associés à une séance de sophrologie, donc écourtée, mais qui vous permettra de pouvoir découvrir la sophrologie. Ouais, c'est trop bien, super. Voilà. Est-ce que, Natacha, tu aurais un dernier mot pour la communauté des parents plus qu'imparfaits qui nous écoutent et qui, pour certains, sont surmenés et stressés par leur quotidien? Oui. Alors, ce que j'aimerais peut-être partager aux parents épuisés, moi, j'ai été moi-même une maman très épuisée. Parce que j'ai succombé au burn-out, mais il était avantage personnel, donc parental notamment. Donc je sais ce que c'est que d'être une maman surmenée et complètement épuisée. Le message que j'aimerais vous partager aujourd'hui, c'est que votre état d'être d'aujourd'hui n'est pas une finalité et ne vous définit pas. Ça, c'est vraiment important d'en prendre conscience. Vous priorisez, c'est un cadeau que vous vous offrez, mais que vous offrez aussi à votre famille.
Ça, c'est vraiment une notion qui m'a vraiment permise de trouver mon équilibre à partir du moment où j'ai été OK avec ma sensibilité, avec mes faiblesses. Ça m'a permis de mieux communiquer avec ma famille, avec mes enfants et avec moi-même. Et de baisser en stress, de baisser en exigence, d'être plus dans l'indulgence. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, j'aime pas trop le mot conseil, mais en tout cas, si j'ai une direction peut-être à vous donner, je vous invite en fait à choisir votre direction, à écouter votre cœur et d'apprendre à lâcher le mental. C'est pas toujours évident, mais ça s'apprend au fur et à mesure à partir du moment où vous gardez en tête que vous méritez justement d'être heureuse et que vous méritez de vous féliciter. Et ce que tu disais aussi, c'est hyper important, le fait que quelque part, nous ne sommes pas nos émotions, nous ne sommes pas nos pensées, nous ne sommes pas nos actions. Les parents qui me suivent et qui s'intéressent beaucoup à la parentalité positive le savent pour leur enfant, que en parentalité positive, on ne dit pas, par exemple, tu es méchant. On dit, voilà, ton comportement n'est pas acceptable. Par exemple, on va pointer du doigt le comportement et pas l'enfant. Et ben, comme je dis toujours, que tous les principes de parentalité positive pour les enfants, moi, c'est vraiment mon cheval de bataille, c'est que pour les parents, c'est exactement la même chose. Et donc, tous les parents qui nous écoutent, effectivement, si à un moment vous craquez ou si ça vous énerve de ruminer ou d'être stressé, vous êtes agacé par votre stress ou c'est pas, vous n'êtes pas votre stress, vous n'êtes pas et vous avez le pouvoir de changer ça en fait, comme tu disais, notamment grâce à ton programme. Et il y a plein de pratiques qui existent, qui sont complémentaires à ton programme ou à la sophrologie. Donc oui, c'est un bon rappel. Je te remercie énormément, Natacha. Mais écoute, merci. Moi, j'ai appris plein de choses sur la sophrologie, sur les bénéfices, parce que voilà, on parle beaucoup quand on est parent de la sophrologie pour les enfants, etc. Mais effectivement, ça peut apporter énormément à nous, les parents. Il vous suffit de 5 minutes par jour. Alors évidemment, il faut faire avant des séances, il faut découvrir. Oui, bien sûr. Ensuite, voilà, 5 minutes par jour, ça peut vous faciliter la vie. Et puis, comme tu disais, c'est combien 3 heures de sieste, oui. Voilà. Non, mais c'est incroyable. Donc ça, retenez-le, chers parents. Oui, l'équivalent, on double, on triple en fait le temps de récupération. C'est génial. Mais écoute, merci beaucoup pour ces échanges, Natacha. J'étais ravie de t'avoir à mon micro. Merci à toi de ton invitation, Emma. Merci à toutes. Prenez soin de vous. Merci de ton invitation et puis à très vite. À très vite et surtout, n'oublie pas de rester imparfait. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu penses que ce podcast peut aider d'autres parents, je t'invite à le noter, si possible en lui mettant 5 étoiles, et à écrire un avis. Je serai en plus très heureuse de te lire.